Du XIVe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'aux représentations qu'on connaît, un peu finalement marquées par le sport, par la musique, par la mode. Les représentations que j'ai trouvées dans cette exposition sur les dates beaucoup plus récentes, je les ai absolument pas vues dans les représentations beaucoup plus anciennes, où finalement ce que j'ai vu, c'est plutôt des Noirs qui avaient une place à côté des Blancs, à cultiver la terre, ou sinon à être des nobles. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, visiblement, ils ont disparu de la surface de la terre pour y apparaître un tout petit peu plus tard avec des chaînes. Là, je me suis dit, il y a un truc, je ne comprends pas. Bon. Je suis passée à autre chose jusqu'à ce que tu, finalement, m'expliques comment les Noirs sont apparus justement dans ces sociétés occidentales et comment finalement se sont retrouvés un peu plus tard aux Amériques. Est-ce que tu pourrais justement retracer cette discussion passionnante que nous avons eue et qui, à mon sens, explique plein de choses finalement sur cette justification de notre existence qu'on est amené à faire en permanence et ce rejet effectivement qui est incompréhensible. On assimilait donc la couleur noire à l'esclave et donc forcément quand on ne connaissait que cette histoire-là et qu'on ne pouvait pas remonter plus loin dans ses origines, dans son ascendance, dans son passé, ben, forcément on était investi d'un certain complexe d'infériorité, d'incompréhension aussi, tout en mécanisme d'incompréhension par rapport à ce qui s'est passé, par rapport effectivement à une injustice de l'histoire dont on a été victime. Alors, donc soit on connaît que cet aspect-là de notre histoire, ou soit quand on s'intéresse, on fouille, on se dit c'est pas possible que là notre histoire puisse se limiter que, ou commencer avec l'esclavage, et qu'on découvre donc le passé de l'Afrique et les événements historiques, tragiques, donc qui sont à l'origine effectivement de la dispersion de populations d'origine africaine dans le monde, on se rend compte effectivement que le passé qu'on ignorait pouvait être glorieux, en tout cas pouvait être intéressant, pouvait nous apporter quelque chose. Et ce qu'on ne comprend pas, et ce qui est posé dans ta question, c'est que comment effectivement on a pu passer d'une période où les Noirs, pour ce qui est des Noirs en Europe par exemple, si on prend la période il y a 2000-2500 ans, on parle de la Grèce antique, de la Rome antique, et puis ensuite de l'Europe déjà sous les occupations mauresques, puis ensuite l'Europe du Moyen-Âge, l'Europe de la Renaissance, et puis l'Europe moderne, puis l'Europe contemporaine dans laquelle nous vivons, on se rend compte que pour la période donc avant l'esclavage, le statut des Noirs était totalement différent du statut qu'ils vont occuper plus tard. Et qu'est-ce qui se passe effectivement? Comment se fait-il qu'on puisse passer d'une situation où socialement il n'y a pas de différence, ou que s'il y a des différences, ces différences sont liées uniquement au statut de l'individu. Dans la société européenne donc ancienne, on va dire, comment on passe de cette période-là à une période récente de l'histoire moderne avec un changement totalement catastrophique. Je vais commencer par un exemple. Il y a quelques années, je ne me souviens plus combien d'années, peut-être moins de 10 ans je pense, qu'en Italie on a eu une femme noire comme Miss Italie. Ça a suscité des scandales parce que de nombreux Italiens ont dit comment une femme noire peut-elle être le symbole de la beauté de la femme italienne? Dans les médias, il y a eu donc la polémique, des controverses, etc. Certaines personnalités italiennes se sont prononcées également sur ce point-là, n'arrivant pas à comprendre comment on a pu être aussi fou pour choisir une femme noire qui, selon les canons de la beauté de ces Italiens-là qui protestaient, ne pouvait pas être une femme belle. Or, si cet Italien ou ces Italiens qui avaient protesté à l'époque connaissaient l'histoire des Noirs en Italie, ou l'histoire des Noirs en Europe, ils ne se seraient jamais prononcés de la sorte. Ils n'auraient jamais fait de tels commentaires, puisqu'ils auraient su qu'au XVIe siècle, par exemple, en Italie,
l'une des plus belles femmes de Rome était une femme noire, et qu'elle a eu un enfant avec un cardinal à Rome, qui est devenu pape sous le nom de Clément VII, et dont le fils est devenu le premier duc de Florence au XVIe siècle. Donc, Alexandre de Médicis, la famille des Médicis. Et donc, et qu'il y avait des médaillons qui avaient été fabriqués à l'époque, au XVIe siècle, avec son effigie. Cela indique quoi? Cela indique que on est passé effectivement d'une histoire ancienne où les problèmes que les Noirs vont rencontrer dans la société européenne, à partir principalement, on va dire, du XVIe siècle, même si ça commence plus tôt, au XVe siècle principalement, il va y avoir une grande cassure, parce qu'on va passer d'une société ancienne où, effectivement, la place de l'homme ou de la femme dans la société, mais principalement de l'homme, puisqu'on est dans les sociétés où, effectivement, la femme avait un statut ou un rôle très effacé, pour des raisons religieuses et sociales, qu'on essayait de justifier, effectivement, de différentes manières, selon les sociétés ou selon les religions. Mais la place de l'homme dépendait effectivement de son rang de la société. S'il était d'origine retirée, ou s'il était d'origine noble, aristocratique, il était d'une famille royale, etc. S'il avait des biens, il était un propriétaire terrien, c'était un seigneur, etc. C'était un paysan, donc, ou c'était un militaire, un officier, un général. Donc, en fonction aussi de ses compétences, la place de l'homme était liée justement à son statut social. Et donc, l'homme noir dans cette société-là, ancienne européenne, occupait la place qu'il méritait selon justement son statut social, selon son appartenance à telle ou telle composante ou classe de la société, selon effectivement ses aptitudes, selon ses compétences. Si c'était un militaire, héros de guerre, on appréciait ses talents, ses capacités militaires, il pouvait connaître de l'avancement, devenir général, d'abord officier, jusqu'à devenir général. Si c'était un peintre, il pouvait devenir, même s'il avait un statut d'esclave, et qu'on découvrait qu'il avait des talents de peintre extraordinaires, comme ce fut le cas en Espagne au XVIIe siècle pour Juan de Pareja, qui était l'esclave qu'on appelait le nègre de Velázquez, le peintre Velázquez, qui lui-même, qui peignait, il était au service de Velázquez, en travaillant auprès de ce peintre, on a découvert qu'il était aussi talentueux que Velázquez, et c'est le roi d'Espagne qui, lors d'une visite à l'atelier du peintre Velázquez, découvre dans les couloirs tableaux dont la signature ne pouvait être que celle de Velázquez, dont le roi n'avait jamais entendu parler. Il dit à Velázquez, mais tu ne m'as pas dit que tu avais fait une nouvelle peinture, ce tableau. Je regarde le tableau, il dit, ben non, votre Altesse, ce n'est pas moi qui ai peint ce tableau. Moi, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas toi, Velázquez. Qui d'autre, dans ton atelier ou même en Espagne, pourrait peindre aussi bien? Velázquez, surpris, regarde autour de lui, il ne comprend pas, il découvre le tableau, il demande à ses employés qui a fait venir le tableau, personne ne répond, et puis le roi dit c'est pas possible. Sur l'insistance du roi, Velázquez aussi veut comprendre, veut savoir, il interroge tout le monde, et finalement, c'est l'un de ses apprentis, un de ses esclaves, Juan de Pareja, qui était à ses côtés, qui se met à genoux et qui dit je vous demande pardon. Il se met à genoux devant le roi, il demande pardon au roi, il dit c'est moi qui ai dessiné. Il n'avait pas le droit, en tant qu'esclave effectivement de peindre. Il le faisait apparemment la nuit en cachette. C'était un don qu'il avait, qu'il a perfectionné, et donc il peignait aussi bien que Velázquez. Et là le roi dit à Velázquez, tu dois la franchir. Un esclave qui peint aussi bien ne peut pas être esclave. Donc dans cette société ancienne européenne, même si on avait un statut servile et qu'on révélait un certain nombre de compétences, de capacités, on pouvait effectivement acquérir sa liberté, devenir un homme libre, et puis, puisque Juan de Pareja est devenu un peintre célèbre aussi en Espagne, puisqu'il a des tableaux aujourd'hui qui sont conservés dans des musées comme le Louvre à Paris, le Prado à Madrid ou le Metropolitan de New York.